we will start the session about digital twin for power and process plants. And I call Yves Keraron. So Yves Keraron will present himself. So Yves, I give you the floor. So please introduce your speakers. And you are the timekeeper. I wish you all the best. Okay. I am Yves Keraron from France, and I am convener for the French ISO 15926 working group. Also, I am a member of IOF. IOF is Industrial Ontologies Foundry. It's a set of people trying to define some top-level ontologies and also domain ontologies. The purpose is to encourage to reuse existing things and to make them as consistent as possible. And I am also president and founder of ISADEUS. ISADEUS means innovation, standardization, and digital engineering using semantics. First of all, what is a digital twin? We had a session, a technical forum, at the beginning of this week with interesting presentation from different countries. I propose you just to very openly this definition, maybe 30 seconds to read it. An integrated multi-physics, multi-scale, probabilistic simulation of an as-built system enabled by digital thread, continuité numérique, that uses the best available models, sensor information, and input data to mirror and predict activities, performance over the life of its corresponding physical twin. The source is the Defense Acquisition University glossary. I encourage you to see this glossary. It's an interesting source. And which questions we may have concerning the realization of the digital twin is what are the challenges we have to face to make it real, and which, of course, is the benefit of using existing norms or to develop possible new norms if there is gaps between the requirements and what exists in normal. So it's also a pleasure for me to introduce the speakers. Jean-François Hamelin from EDF, which is right now technical director of the program Switch of digital transition in the nuclear engineering. And he was before director of simulation and scientific computation of high performance program, and also director of the R&D program on information technologies for energy. He is also founder member of AFIS, we talked this morning, in 1998, as we saw, and also is administrator of the European Center of Research and Training on scientific computation. Jean-Charles Leclerc from the Total company is now director of the Quantum program, digital, you can say digital twin and data manager, and is trying to promote common standards, common language, and common data management practice all across the different, all the companies, the different subsidiaries of Total, also the different projects. And he contributes also to normalization groups like IOGP, ICCS, it's a standard solution, and for instance, for a data package from suppliers, including 3D representations. USP project CIFOS, it means Capital Facility Industrial of Information Hanover specification based on ISO 15926, and also member of the French Commission IDME, whose president is Christophe. Jean-Charles is also basically a geoscientist, I would say, and also spent 20 years in representing I would say the digital twin of the reservoir, which is also a critical part of the oil and gas company activities. And Alain Baudry from Aegis company
He has also about 30 years experience in design and follow-up of the execution of nuclear buildings, especially now the ITER project, you know, the international project of nuclear fusion, and also he made in France and abroad different big buildings for like hospitals or commercial centers or power plants. So I give the floor to Jean-François. Je suis Jean-François Hamelin, je suis effectivement aujourd'hui en charge, je suis directeur technique du programme de transformation Switch de l'ingénierie nucléaire à EDF. Pour faire court, je n'ai pas mis de slide à EDF parce que honnêtement, j'avais sous-estimé la dimension internationale de cette réunion. Et au passage, je suis extrêmement frappé par votre énergie, par le dynamisme qu'il y a dans ce secteur, qui est, je crois, tout à fait essentiel. Et donc, je dirais simplement 2 mots sur EDF, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on est la utility en France sur l'électricité de référence. On a notre motto, c'est l'énergie décarbonée. Hein. Depuis très longtemps, on fournit un mix qui est complètement décarboné à 98%. Et à travers l'hydraulique, à travers le nucléaire, bien sûr, 58 tranches en France, une quinzaine en UK, et puis à travers des investissements maintenant massifs dans les énergies dites renouvelables, c'est-à-dire le solaire et l'éolien. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler, donc on zoome sur le nucléaire. Le nucléaire à EDF, c'est 6000 personnes dans l'ingénierie nucléaire. Donc on est une utility qui, de toute éternité, est une boîte d'ingénieurs qui a construit un programme hydraulique de grande ampleur, un programme thermique et un programme donc nucléaire dans les dernières années. Donc 6000 ingénieurs, plus peut-être 1 millier qui travaillent aussi dans les R&D, donc un ensemble de compétences qui se sont fortement mobilisées et qui ont fait que le programme nucléaire tel qu'il existe aujourd'hui, que nos 58 tranches, ont été, je crois, une assez grande réussite, hein, en tout cas dans le monde. Mais cette ingénierie nucléaire, aujourd'hui, eh bien, au moment où les projets redémarrent, et ça va être l'objet de mon propos, comment est-ce qu'on fait pour... je clique juste là. Voilà. Bon, au moment où le nucléaire redémarre, eh bien, elle doit se transformer. Alors, j'ai pris, vous voyez, cette image de Pierre Messmer, ça m'a amusé, un peu une petite photo sépia. Eh bien, c'est à la fois pour la nostalgie, parce que c'était l'époque où, vous voyez que c'était l'époque où on avait visé assez juste. Hein. L'objectif, c'était de développer une industrie aérospatiale, nucléaire et informatique qui soit considérée comme des axes de souveraineté. Et ça n'a pas trop mal réussi. Et c'était aussi l'époque où on décidait de construire plusieurs dizaines de tranches nucléaires dans un bureau en à peu près autant de minutes. Bon, aujourd'hui, on décide d'en construire une en 10 ans, quoi. Donc ça a un petit peu changé. Mais il n'empêche, on est aujourd'hui, et je l'ai aussi choisi parce qu'on est à Toulouse, dans le berceau de l'aéronautique. Il se trouve que dans l'ingénierie nucléaire, aujourd'hui, clairement, on se sent une communauté de destin avec le numérique. On a passé un accord majeur avec Dassault Systèmes, comme je vais le dire dans quelques secondes, pour transformer nos processus. Et on le fait, et je voulais en remercier, en regardant très attentivement la réussite qu'est le numérique dans l'industrie aéronautique. Donc on a fait du benchmarking. Je remercie nos amis d'Airbus qui je dirais, nous ont expliqué le chemin qu'ils avaient parcouru. Manifestement, ils sont aujourd'hui beaucoup plus loin dans la maturité. On essaye d'apprendre et on essaye d'aller plus vite. Aujourd'hui, donc, je voudrais simplement faire un très rapide contexte, un rapide rappel sur le contexte. Vous donner très macroscopiquement les fondamentaux de ce programme de transformation qu'on appelle Switch. Switch, ce n'est pas un acronyme, c'est pour dire qu'on veut vraiment changer de façon assez radicale. Et puis, un point aussi majeur, c'est que, je parle au nom d'EDF, mais véritablement, le succès, il est dans la transformation de la filière, bien évidemment. Puis j'aborderai un tout petit peu la question des standards, mais comme je suis loin d'être un expert, je laisse ça à des gens plus sérieux. L'ingénierie nucléaire vit une transition majeure.
Alors on pourrait croire, vous avez vu dans la slide précédente que quand on a pris la décision du programme nucléaire, il devait y avoir 5% d'énergie nucléaire en France. On est monté à 80% en gros. Et là, récemment, vous avez vu que la programmation pluriannuelle de l'énergie nous fixe un objectif de 50% du mix en France, en tout cas à horizon 2035. On pourrait se dire, c'est moins, du coup il y a moins à faire, etc. Pas du tout. On a des programmes d'ingénierie absolument colossaux devant nous et tout de suite dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'il faut optimiser, et on est maintenant dans une phase totalement nouvelle, le nucléaire est en compétition avec tout un tas d'autres formes d'énergie, il faut que ça soit compétitif, il faut optimiser en particulier notre EPR. On a un savoir-faire qui ne peut s'exercer qu'en France, qui doit se confronter à l'international, on a des projets internationaux, on a couplé, comme vous le savez, Taishan il y a peu de temps en Chine, on a des projets majeurs en Inde, Jaitapur, on a des prospects en Arabie Saoudite, etc. Et puis on a bien sûr le projet Hinkley Point en Angleterre, je ne sais pas si c'est l'international, en tout cas c'est compliqué. Et puis à plus long terme, il y a d'autres modèles de réacteurs qu'on appelle les SMR, les Small and Medium Reactors, et puis tout l'enjeu de la déconstruction. J'oubliais au passage 50 milliards sur le programme de réingénierie du parc existant pour le mettre au meilleur niveau, puisque c'est la règle en France, que tous les 10 ans, et en particulier quand on envisage une prolongation de la durée de vie, on investisse massivement dans la mise à niveau du parc. Alors, évidemment, les conditions sont absolument totalement différentes par rapport à celles qui prévalaient au lancement de la première série qui nous ont valu ces 58 tranches standardisées en France. Déjà, on a plusieurs clients, on n'est plus seulement en France. Du coup, les réglementations changent, et ça, je crois que c'est par rapport à l'aéronautique, nos centrales ne volent pas, et du coup, il y a une assez grande... Il y a des différences entre les procédures de licensing d'un pays à un autre. On l'a appris en Angleterre en particulier. Des contextes réglementaires différents, des contextes industriels qui sont effectivement différents. Et puis on passe d'un modèle où on était en fait en gros un peu seul au monde, encore une fois avec des processus de décision extrêmement simples, à une position où on est dans des consortiums de projets, parce que de toute façon il est exclu qu'on puisse financer ça tout seul. Et on a des partenaires. Il faut non seulement être performant, mais faire la preuve qu'on sera performant et convaincre donc des investisseurs. Donc, il est parfaitement clair, et c'est, je dirais, ce constat, on aurait peut-être pu le faire avant, mais une des caractéristiques du nucléaire aussi, c'est qu'on a de très gros projets, mais peu de gros projets. Donc, on fait des steps. Pour faire une transformation, il faut prendre le train à un certain moment. On n'a pas un continuum de projets qui permettraient d'y aller par, je dirais, de façon plus progressive. Donc, aujourd'hui, clairement, il faut qu'on change, et ça c'est un constat qu'on a fait il y a 2-3 ans, qu'on adapte nos méthodes, nos outils, nos organisations, dans le cadre également d'une organisation de la filière en France qui a changé. Vous savez qu'on s'est rapproché fortement de Framatome. On est aussi en interne dans un mouvement où il y a eu une réorganisation forte de l'ingénierie nucléaire. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on a lancé un programme de transformation numérique qui vise tout simplement à nous mettre au meilleur niveau de performance possible en utilisant les leviers nouveaux qui s'offrent à nous aujourd'hui et dont le numérique a été le levier emblématique. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, eh bien, au passage, observez bien cette photo. Donc, au centre, notre président Jean-Bernard Lévy. Jean-Bernard Lévy vient de Thales. Et je dirais que c'était la pièce manquante, si j'ose dire, qui a fait en tout cas que la décision de transformation profonde basée sur le numérique a pu être prise. Quelqu'un qui connaît personnellement dans ses responsabilités précédentes la force phénoménale du numérique et son caractère absolument, de toute façon, incontournable. Alors que, voilà, peut-être que quand on regardait nos centrales, on ne voyait pas trop d'informatique, on voyait plutôt le béton, on voyait plutôt la cuve, les neutrons. On voyait les électrons, évidemment, mais pas forcément les électrons, on voyait surtout les électrons de puissance, pas forcément les courants faibles et le numérique.
La prise de conscience a été achevée donc avec l'arrivée de Jean-Bernard Lévy. Et du coup, conclusion, on a d'emblée, je dirais, vous voyez sur cette photo, c'est la signature du partenariat qu'on a fait avec Dassault Systèmes. Bernard Charles est à gauche, et puis on a aussi nos amis de Capgemini qui nous aident avec Paul Hermelin sur la droite. C'est plus qu'un partenariat opportuniste. On a signé sur 20 ans. Je pense que nos amis de Boeing, sous réserve, on a cru comprendre qu'ils avaient passé des contrats de l'ordre de 30 ans. On voit que, durablement, on peut considérer que la filière, dans les acteurs majeurs de la filière numérique, il y a aussi un acteur, de la filière nucléaire, pardon, il y a aussi un acteur numérique au même niveau, je dirais, de légitimité et d'importance. Donc ça, c'était en 2018. Donc, et je dirais, l'enjeu, c'est pas de faire évidemment du numérique cosmétique. Moi, j'ai appelé ça Deep Digital, mais c'est pour tout simplement signifier ce qui a été amplement commenté ce matin, c'est que l'intention, et c'est la seule qui vale, bien sûr, c'est de transformer en profondeur nos processus et, je dirais, sur l'ensemble, si possible, de ce qu'on appelle notre cycle de vie de l'ingénierie, hein, engineering, procurement, construction, commissioning, handover, deconstruction, et puis plus tout ce qui est entre les deux, plus la surveillance du manufacturing chez nos amis de Framatome, etc., j'en passe et des meilleurs. Donc c'est sur tout ce cycle de vie, et avec du coup l'ensemble des acteurs associés, c'est-à-dire l'ensemble de la filière. Donc c'est vraiment une intention de se saisir du numérique pour véritablement transformer les choses. On disait à table que, enfin pour moi, le numérique, c'est une phénoménale, c'est une machine à rayon X. Le problème, c'est que ça détecte des trucs que des fois, on n'a pas trop envie de voir, en tout cas chez nous. Ça, il y avait des choses sous le tapis. Quand on commence à faire l'analyse avec l'approche numérique, eh bien, on se rend compte que, oui, il y a des gains de performance, mais qu'il va falloir changer des choses qui sont quelquefois, qui étaient confortables. Alors, je me débrouille pas du tout bien. Je ne sais plus dans quel sens je vais. Alors, c'est pas du tout ça. Tu peux me dire comment c'est? Il faut que je revienne en arrière. Ah oui, ben voilà, oui. Voilà. Alors, Switch, ça repose sur 4 piliers. Vous les voyez là en verticaux. Ça concrétise un peu ce que je vous dis. Alors, on est peut-être naïf, mais enfin... Je pense que non, parce qu'on sait la difficulté de transformation à laquelle on s'expose. On sait que la learning curve, on sait que les fondamentaux d'une transformation comme ça, c'est plusieurs années, voire ça se chiffre plutôt 10 ans. Mais néanmoins, on est persuadé qu'il faut effectivement agir sur vraiment un ensemble de facteurs. Alors, les méthodes, on a appelé ça l'ingénierie système. Aujourd'hui, on avait plutôt quand même des organisations centrées sur les métiers, sur les spécialités. Et puis, comme ça a été dit, du coup, on se retrouve avec des outils qui se chiffrent chez nous plutôt en centaines. Je ne sais pas si on atteint le millier. Si on compte les tableaux Excel, on est sûrement au millier, oui, ça c'est sûr. Mais disons, on est dans des îlots, dans un espèce d'archipel de données, parce qu'on fait du numérique depuis fort longtemps, mais on n'a pas la vision produit, on n'a pas l'approche produit, on n'a pas des architectes qui sont centrés sur. Donc, première action de transformation, passer de cette approche métier à l'approche produit. Bien sûr, le data-centrique. Encore une fois, on a des tonnes de data. J'ai déjà une alerte de temps. Il va falloir vraiment que j'accélère énormément. La standardisation, j'y reviendrai en conclusion. Et puis, le fonctionnement entreprise étendu, c'est la dimension filière. Naturellement, la plus grosse difficulté, c'est la transformation. Ce sont les hommes, ce sont les organisations. On a de nouveaux métiers. On a des architectes, on a des Chief Data Officers, Rebecca Toth là sera tout à l'heure à la table ronde. On a une organisation processus qui implique de nouvelles responsabilités. Et puis on a bien sûr tout ce qui arrive avec le numérique, c'est-à-dire toutes les technologies qui permettent d'en tirer le maximum, avec de nouveaux métiers, de nouveaux centres sur la data en particulier. Alors, premier résultat. Donc, on a essayé quand même d'aller vite. On avait un peu anticipé, très honnêtement, les décisions au niveau corporate. On a aujourd'hui, sur ce qui est notre projet de nouveaux réacteurs, c'est-à-dire de réacteurs optimisés pour le renouvellement du parc en France. Macron nous a demandé d'avoir un projet prêt en mi-2021. Ce projet, il est entièrement en ingénierie système, en PLM, en data-centrique.
Et en entreprise étendue, aujourd'hui, on travaille avec Framatome et GE notamment. C'est vrai qu'on est pour le moment en basic design et que donc ce sont des choses relativement simples. Mais vous voyez ici que ces îlots-là qu'on avait auparavant dispersés, ils sont maintenant centralisés et reliés aux requirements à la fois qu'on a en amont. Donc on a, je pense, augmenté considérablement la maîtrise qu'on pouvait avoir de ces développements. Un deuxième exemple, et je m'arrêterai là, je vais passer directement au film. Petit film, et c'est peut-être le plus simple qui va vous l'expliquer pendant que je le lance. Donc un processus clé qui est le processus de contrôle des équipements sous pression nucléaire. Vous allez voir que là, on est en mode déjà avec la filière en entreprise étendue. ESPN Digital, c'est une plateforme unique qui industrialise les gestes de l'ensemble des acteurs pour obtenir la certification de conformité de nos équipements sous pression nucléaire. Donc c'est une plateforme qui va être utile à la fois pour le parc nucléaire en exploitation, pour le programme grand carénage, mais également pour la construction de nouvelles centrales nucléaires. Il faut bien voir que l'objectif est de fluidifier et de centraliser des échanges entre tous les acteurs de la filière, les fabricants, les organismes habilités, EDF en tant qu'exploitant, mais également à terme l'autorité de sûreté nucléaire. Pour nous, Framatome, comme pour tous les autres fabricants de la filière nucléaire, ESPN Digital va nous apporter une vraie aide pour réussir l'évaluation progressive de la conformité de nos équipements. Mes attentes autour de ESPN Digital, c'est de disposer d'une plateforme collaborative qui permettra d'améliorer notre efficacité collective. L'ESPN Digital, comme outil de pilotage de l'ensemble de ce qui se fait dans le domaine de l'ESPN, permet au projet, notamment au projet EPR2, d'avoir une vision d'ensemble, une vision tête haute de tout ce qui se fait dans le domaine de l'ESPN sur le projet, l'avancement des études, l'avancement de la réalisation. ESPN Digital fait partie intégrante du programme de transformation numérique de l'ingénierie nucléaire Switch. C'est une aventure qui a commencé en 2017. Là, désormais, il faut qu'on voit plus grand et avec un accord stratégique à plus long terme. Donc l'objectif, c'est de signer un accord de collaboration avec la filière nucléaire, des fabricants, des organismes habilités, EDF. L'ambition de ESPN Digital, c'est de gagner 20% du coût des évaluations de conformité des équipements sous pression nucléaire. L'ESPN Digital, comme outil qui fédère l'ensemble de la filière, doit nous permettre de mieux maîtriser nos livrables, voire même moins d'aléas sur nos chantiers qui ont des impacts planning très importants. C'est plus de fluidité dans les échanges entre l'organisme, les fabricants et les parties prenantes pour minimiser les risques et réduire les délais d'instruction. Ce sera un vrai support, mais ce ne sera pas pour autant du pilotage automatique. Nous aurons toujours besoin de l'expertise de nos techniciens et de nos ingénieurs pour réaliser des produits performants et qui répondent à la réglementation. L'objectif, c'est de fournir une première version de ESPN Digital mise en production en 2019. Dans cette première version, il y aura l'aide à la production d'un livrable emblématique de l'ESPN, qui sont les analyses de risque, mais également comment est-ce qu'on va fluidifier les échanges entre les fabricants et les organismes habilités sur les échanges de constats. En résumé, ESPN Digital, c'est centraliser l'information, harmoniser les processus et donner une vue globale sur les évaluations de conformité des équipements sous pression nucléaire. Voilà, donc c'est un peu emblématique, je dirais, on ne reste pas dans l'abstrait. On s'engage de la même façon, avec la même intensité, je dirais, au sein de la filière pour, et vous voyez que le contrat stratégique de filière qui a été signé là, le 28 janvier dernier, lui-même, finalement, sur ces 4 axes, il y en a au moins 2 sur lesquels le numérique est absolument clé. Le premier explicitement, mais dans la R&D et les outils du futur, il y a énormément de numérique. Donc on est engagé complètement aussi aux côtés de la filière et au sein de la filière pour développer cette approche numérique. Et très concrètement, il y a eu la création l'année dernière de ce qu'on appelle le GIFEN, le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, qui a validé un projet de feuille de route numérique dans lequel, je dirais, justement, la plateforme que vous avez vue, ESPN, est un milestone majeur. Alors, on va la mettre en service en septembre 2019, dans une première version. Donc, je dirais, à la fois, on est bien conscient de l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire, mais on avance de façon pragmatique. Alors, sur ce projet ESPN, l'avantage, c'est qu'on disposait, je dirais, d'un processus, je dirais, bien défini par l'autorité de sûreté, par définition, et sur lequel chacun des acteurs était déjà aligné. Donc c'était déjà quelque chose de favorable, mais bien sûr, on souhaite continuer.
Je vais sauter les exemples d'innovation parce qu'on en parlera peut-être plus tout à l'heure sur les jumeaux numériques. Je vais conclure, puisque sinon ça va être trop long. La normalisation internationale, évidemment, on regarde ça avec, à l'évidence, comme un levier de performance absolument incontournable sur le numérique. On voit qu'on est une espèce sinon de tour de Babel. Il faut absolument qu'on arrive à faire communiquer les choses, sinon les coûts aux interfaces vont être absolument rédhibitoires. Très macroscopiquement, sur ce schéma que m'a passé Christophe, on voit qu'il y a plein de domaines sur lesquels on n'a aucune raison de ne pas adopter ce qui existe. Je dirais l'exemple emblématique, c'est sur les normes d'ingénierie système. Il y a toute une industrie qui a développé ça. Aucune raison de ne pas les adopter tels que. Le BIM, c'est évidemment la même chose. Et par contre, il se peut que sur telle ou telle dimension, et on sera très sélectif là-dessus, mais par contre, on a l'intention de s'engager pour, je dirais, contribuer à ce qui pourrait être un instrument, je dirais aussi de souveraineté, on voit ça un petit peu comme ça, dans le domaine nucléaire, pour que la représentation des équipements, là sur la 15926, ce qu'on peut appeler la RDL du nucléaire, soit quelque chose qui soit conforme à notre démarche et plus généralement à l'intérêt de toute la filière. Donc ça, c'est notre attitude, je dirais. On a des représentants éminents qui sont déjà depuis de longue date, qui travaillent au cœur de ces enjeux de normalisation, et on compte bien renforcer ça dans le futur. C'est aussi d'ailleurs un des axes qui était identifié par la filière comme un élément de développement stratégique. Voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir sur tout ça. Je suis désolé d'avoir été un peu rapide. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, donc Jean-Charles Leclerc, moi je suis responsable en fait de toute la partie data management du digital twin de Total, qu'on appelle le programme Quantum. Et donc je ne vais pas vous parler de solutions collaboratives aujourd'hui, ni de portail de visualisation ou d'environnement commun, mais de la partie émergée de l'iceberg, comment on arrive justement à avoir un environnement collaboratif, comment on embarque toutes les branches d'un groupe comme Total, toutes les disciplines avec 48 référents, tous les métiers en transverse pour aligner globalement une référence data librairie interne commune, validée, et comment on l'agrège, comment on l'apparie justement avec les normes, les Standardization Body Initiative, l'ISO, et puis justement des efforts de convergence, comme on va le voir avec le CIFOS au niveau des références data librairie de l'Oil and Gas. Et donc, je vais vous parler d'un retour d'expérience après un petit peu plus d'un an au niveau du programme, ce qui a été fait, quels sont les enjeux et le reste à faire. Donc, pour vous situer un petit peu le contexte et le périmètre du programme Quantum à l'intérieur de l'écosystème digital de Total, on est bien sûr sur un sujet de transformation majeure du groupe, avec une gestion du change management à tous les niveaux, et c'est finalement l'opération de transformation la plus importante dans la transformation digitale, c'est de travailler ensemble et de co-construire justement cette transformation et ce switch justement entre le monde papier, documentaire, avec des timelines, des baselines qui sont des révisions, que ce soit de nos specs, de notre référentiel interne, qui sont généralement millésimés, et comment on travaille dans un continuum autour d'une base de données agrégée, tous ensemble. Donc le jumeau numérique chez Total est un petit peu morcelé aujourd'hui en plusieurs systèmes qui collaborent entre eux, tout ce qui est environnement collaboratif, tout ce qui est ce qu'on appelle le data-driven asset performance. Donc c'est vraiment la donnée real-time, le monitoring et tout ce qui est modeling et l'intelligence artificielle avec la data vise, et puis tout ce qui est IoT, la connectivité, l'Internet of Things, les capteurs, et pouvoir remonter donc toutes ces informations, les collecter, les apparier et faire en sorte qu'on ait un continuum de codification, de classification et de convention de nommage.
à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Donc l'extérieur de l'entreprise, un groupe Total tout seul, bien, il ne fait pas grand-chose. Donc on travaille avec des contracteurs, des EPC, des manufacturiers, des vendeurs. Et tout cet écosystème doit parler le même langage, doit travailler sur un intérêt commun qui est celui de réduire le temps pour pouvoir livrer un asset qui soit safe et conforme aux exigences de design. Et justement, on a cette problématique d'automatiser justement le lien entre des capacités de design et l'équipement qui est instancié sur le site, comment il vit, comment il évolue, comment il est maintenu, et finalement avec toute l'information qui nous remonte sur cet équipement, que ce soit des opérations de maintenance routinière ou que ce soit des capteurs ou de l'instrumentation, comment on fait des boucles automatiques justement pour vérifier qu'on est toujours en conformité avec les exigences dictées par la référence Data Library, alignées, de manière à être sûr que le range acceptable de capacité de design pour la propriété qu'on étudie est bien conforme avec la valeur de l'équipement instancié pour cette même propriété. Donc dérisquer ce que vous voyez là, les pastilles roses, c'est-à-dire les risques de handover, à chaque fois que finalement on a un échange avec l'entreprise étendue, tant qu'on est chez Total dans une salle de travail et qu'on s'échange des datasheets au format Excel, ça se passe bien, ça se passait bien. Et des documents avec le classeur sur la table, ça se passait bien aussi, il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, ça évolue. Christophe de Margerie disait ça évolue, ça change aussi vite que ça évolue. Aujourd'hui, ça change plus vite que ça évolue. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Il y a un système qui est en mutation globale. On a souvent des systèmes qui sont des agrégats de proof of concept parce que le digital, tout le monde se cherche. Il faut atterrir ensemble. Et pour atterrir ensemble, eh bien, il faut d'abord dérisquer les problématiques de continuum d'activité et de handover des informations. Donc, pour faire ça, on essaye de travailler à un modèle de données commun, donc, qui se repose sur une référence Data Library qui couvre les problématiques et les thématiques d'équipements et de composants définis à partir de leur propriété, qui couvre toutes les branches du groupe. Upstream comme downstream, on travaille et on échange les données avec les stakeholders de l'entreprise étendue sous forme d'un modèle de données standardisé et unique dans le groupe. Contractuellement, aujourd'hui, si vous voulez être un EPC et travailler avec Total, vous devez livrer vos informations d'assets au format Master Data Model Quantum. C'est une exigence et donc ça passe par aussi des exigences contractuelles, mais un accompagnement. Et pour des risques sans handover, c'est un travail collectif avec nos EPC et d'abord en interne pour aligner finalement ces listes de valeurs et ces vocabulaires contrôlés. Bien sûr, on a des silos dans l'entreprise. Ce n'est pas le cas que chez EDF, on a tous les mêmes problèmes, on a tous des applications métiers spécialisées, on a tous des applications d'engineering qui sont parfois sanctuarisées par discipline, par domaine disciplinaire. Et donc, pour agréger tout cet écosystème hétérogène, on a la vocation de travailler à l'élaboration d'un langage commun, d'une grammaire et d'une syntaxe qui soit comprise à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur de l'entreprise. Pour y arriver et avoir une solution de visualisation et un portail collaboratif commun avec lequel itérer, il faut d'abord travailler à la standardisation d'un modèle de données unique. Alors bien sûr, les gains sont les mêmes que ceux qu'on a vus ce matin et en début d'après-midi, au niveau de la sécurité, au niveau de l'efficience opérationnelle, au niveau de l'efficience en termes de coûts, de livraison, de délai. Bien sûr, il y a énormément de challenges à relever pour pouvoir atteindre ces objectifs et gagner. Le scope de Quantum, c'est d'abord donc l'espace collaboratif, mais c'est surtout un modèle de données commun et une gestion du changement. Et ensuite, gérer la gouvernance de l'information, que ce soit du document ou de la donnée, et toutes les initiatives de digitalisation, que ce soit des exigences ou que ce soit en termes de livrables, vont être gérées au niveau d'un programme transverse de gestion de l'information et de la gouvernance qui va toucher justement toutes les applications métiers de manière à pouvoir se nourrir non seulement des feedbacks des premiers sites sur lesquels le programme Quantum va être déployé, mais surtout des listes de valeurs des datasheets, métiers, disciplines, et des catalogues d'outils d'autoring, justement, pour pouvoir être certain
qu'on qualifie les informations à partir de leur propriété de la même manière pour tous nos assets, et quelle que soit la discipline ou le domaine. Donc pour faire ça, on avait notre schéma avec nos risques de handover. Eh bien, nous avons défini en commun, et c'est un exercice qu'on a commencé en juin 2018, une référence data library, que vous voyez, la petite base de données à gauche, qui soit la plus commune possible. Donc on a travaillé avec l'IOGP, ISSC, avec le GIP33, avec le CIFOS, on s'est nourri du post-KSR, des énumérations de Mimosa, de EPIM-STI. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas l'information management tout seul qui peut gérer ça, mais on a besoin de travailler, finalement, main dans la main, avec toutes nos disciplines pour valider une à une ces classes, leur hiérarchie, leur cardinalité, leur position dans le système, et puis, bien sûr, les attributs qui sont portés et qui codent pour ce niveau de classification, qu'il soit physique ou fonctionnel, et pour le patrimoine informationnel sous-jacent. Et donc, l'objectif est de pouvoir travailler tout au long du cycle de vie de l'asset, et là, on n'est pas dans le cycle de vie d'un produit, c'est vraiment des assets, et on doit couvrir avec le même modèle de données, finalement, des typologies d'assets génériques, que ce soit une plateforme en mer, que ce soit un FPSO par grand fond, ou une raffinerie pour l'aval. Donc, travailler au format Asset Data Library tout au long du cycle de vie de l'asset et puis faire grandir cette base au fur et à mesure qu'on injecte nos main equipment list, qui étaient des objets Excel par le passé, toutes les données EPC et pouvoir les tester et ne faire rentrer que ce qui est validé, que ce qui est bon, que les tags qui sont conformes à la bonne classe fonctionnelle ou le bon niveau d'asset breakdown structure ou la manière dont on veut décomposer notre asset, que ce soit géographique, thématique ou disciplinaire, ou alors quand on parle d'un package qui peut être systématisé au niveau du groupe ou de la gestion de la logistique, des pièces manquantes, des pièces de rechange, etc. Pour faire cette optimisation, faut travailler tous ensemble. Et travailler tous ensemble, c'est possible, même si on est en concurrence par ailleurs avec nos compétiteurs. Il faut savoir que toutes les semaines, je travaille avec des partenaires d'Exxon, de Chevron, de Shell, de BP et d'Equinor au périmètre du CIFOS. Donc c'est possible. Et on apprend énormément, on accélère et on va plus vite. Et bien sûr, l'idée, c'est d'avoir un master data model qui regroupe la référence data library du groupe, qui est elle-même mappée avec les standards et les initiatives des standardization body dont on vient de parler, et puis avec tout l'écosystème interne au format Asset Data Library pour pouvoir représenter sous un modèle de données standardisé et unique toutes nos données d'assets. Donc pour faire ça, la route est longue, à peu près 1 an et demi de revue interne métier. Donc ça a un coût, c'est un investissement, mais au niveau du challenge, on commence à tirer justement bénéfice du travail qu'on a engagé. Donc on s'est nourri de sources, je vous le disais, PCA, CIFOS, nos spécifications générales qu'on a digitalisées. Et petit à petit, on agrège et on valide avec nos métiers justement les classifications fonctionnelles physiques et les propriétés qui nous permettent de définir les équipements du groupe. Et progressivement, on va augmenter et benchmarker ces solutions pour essayer de connecter cette ontologie interne alignée avec des ontologies dont parlait Yves au niveau de l'IOF, par exemple, qui sont généralisées, académiques, enfin beaucoup plus transverses, et comment on va pouvoir lier les demandes de l'entreprise, telle que Total, avec des écosystèmes ontologiques de plus haut niveau, de manière à être sûr de pouvoir être en curseur lié et pouvoir vivre ce continuum d'information et la continuité. Donc 3 questions que m'avait posées Yves. Qu'est-ce que c'est qu'un digital twin? Alors ça n'engage pas le groupe Total, hein, c'est des réponses qui viennent de moi. Pour moi, c'est donc le digital twin, c'est a computerized or digital representation of an asset for managing life cycle information. That's key. During the whole lifespan of the asset, project definition phases, pre-project, project execution phases, basic, feed, and detail engineering, integration and handover for field operation, and field operation phase until dismantling and disposal. On a à peu près les mêmes cycles de vie qui sont décrits chez EDF, et la vocation est la même, c'est-à-dire de suivre avec un continuum d'informations et d'activités au sein d'une base de données qui va rester standardisée et dont le format et le modèle va
être le moins variant possible, même si on va se nourrir de nouveaux concepts au fur et à mesure du temps. Et donc là, une problématique de technologie qui soit assez flexible pour pouvoir nous permettre d'évoluer et pouvoir représenter l'information de l'asset. Donc pour nous, le virtual plant, c'est les données statiques instanciées de l'asset qui sont représentées en 1D, 2D, 3D, 4D. Et donc c'est un synonyme de la réplique digitale, du digital twin ou de l'avatar. Les principaux challenges de travailler avec les standards, eh bien, c'est pour moi une approche globale et dès le début du cycle de vie de l'asset. Et donc, ça ne commence pas pour moi au niveau du as-built, mais ça commence avant, au niveau de la phase architecture et vraiment avant-projet. Quand on est en train de dessiner la pompe sur une feuille blanche et qu'on fait un rectangle, eh bien, à ce moment-là, on peut déjà travailler au format base de données. On sait déjà qu'on est sur une classe fonctionnelle définie et on sait déjà qu'en face de ces classes fonctionnelles, il y a un choix possible et un choix uniquement restreint d'équipements qui vont pouvoir assurer ces fonctions. Et le système est enclenché. Donc, quelqu'un dit ce matin, penser digital dès le début, c'est clé et c'est très important. Donc ça, c'est le premier challenge, pouvoir construire une ERDL exhaustive en interne, mais surtout en externe, qu'on travaille ensemble. Donc avoir une ERDL pour l'industrie oil and gas commune, puisque si on a une ERDL totale qui reste toute seule dans son coin, finalement, elle va mourir toute seule. Elle va être bonne pendant 1 an, et vu que le système évolue, eh bien le système va évoluer, mais sans nous. Donc se raccrocher au système de haut niveau, et puis bien sûr lier nos vocabulaires contrôlés, les partager avec l'entreprise étendue, avec nos compétiteurs et concurrents aussi, parce que c'est important. Les systèmes DRO et les acquisitions et cessions d'assets augmentent avec le temps. On a de plus en plus de data room, on a de plus en plus d'échanges d'assets et d'informations. Ce rythme va aller en s'accélérant de toute façon. Et plus on sera capable d'ingérer et de digérer des assets tiers qui nous viennent d'un système d'information qui soit le plus commun possible avec le nôtre, mieux ça se passera pour l'industrie au niveau global. Enfin, quels efforts, quelles difficultés on rencontre au niveau du travail avec les normes. Moi, il n'y a pas un mois où je ne découvre pas une nouvelle norme, une nouvelle initiative ou un nouveau standard, donc c'est compliqué. C'est compliqué quand on débarque, mais j'ai l'impression que quand on est depuis longtemps dans le milieu, c'est compliqué aussi. Et donc, avoir un panorama qui soit exhaustif et le plus clair possible, co-construire ensemble, justement, de tout ce qu'on a comme relation entre les systèmes ISO et les normes et les disciplines sur lesquelles on travaille, les certificats, la conformité, la sécurité qui est associée à nos activités. Ensuite, bon, je l'ai déjà dit, avoir une RDL standardisée, bien sûr, qui est mappée avec toutes les autres sources et tous les autres dictionnaires, mais qui soit standardisée. Et puis enfin, standardiser aussi les objets, les assets objets avec lesquels on travaille. Il y a eu des énormes efforts de fait sur l'évolution des PNID intelligents, depuis les fichiers AutoCAD ou les fichiers PDF dans le classeur qu'on stabilotait tous ensemble, avec l'initiative d'EXPI par exemple sur les dernières années. Il faut aller plus loin, il faut faire la même chose au niveau 3D. On a énormément à gagner. Il faut savoir qu'on perd justement dans ces problématiques de handover des géométries et des métadatas quand on passe d'un système A fourni par un éditeur à un système B. Et ça, aujourd'hui, en 2019, c'est de moins en moins acceptable. Donc, il faut y pallier. Et donc, pour ça, peut-être qu'il faut simplifier les standards, tout du moins leur accès, et penser digitalisation et partage de l'information, cycle de vie, dès le début de la préparation d'un asset. Au niveau du as-built, quand on passe en phase opérationnelle, c'est déjà trop tard. En phase de feed ou de pré-feed aussi, il faut vraiment, dès le début, s'habituer à travailler en commun, avec des outils les plus communs possibles, de manière à avoir une vision homogène de l'effort à consacrer dans la digitalisation, par exemple, d'une datasheet. Je vous mets 2 flèches bijectives entre documents et data. C'est vraiment ça. Quelle est la granularité pour cette thématique et cette discipline avec laquelle je vais limiter mon tagging? Pourquoi je limite? Pourquoi je ne limite pas? Pourquoi je vais plus bas? Quel est le lien entre le digital twin et le SIG? Parce que quand on quitte le plant et qu'on a un pipe qui pète, eh bien c'est plus le SIG qui assure une bonne représentation. Et comment on apparie ces différents écosystèmes, que ce soit les outils, les données, les thématiques, disciplines, métiers, ensemble autour du jumeau numérique. Voilà.
Merci. Hi, so my name is Alain Baudry. I'm part of Aegis company, which is an engineering company of 15,000 people. The idea is to give a small feedback on two operations that we are working with based on a model-based approach. And the idea is to show well, the difficulty we had and the good stuff we took out from the model-based approach. So I would say that compared to aerospace, the supply chain part is probably much more limited because you don't have a power plant that is landing on Earth every 1.4 seconds. But at least for the model-based approach, there are some simultaneity. So the first project I will take as a reference for the lesson learned is the ITER project, where we are working as architect engineer. So it's about building circa 40 buildings. Among them, 3 of them are nuclear, over 100,000 square meters. This project is ongoing, and as we were in charge of the design of the buildings, in fact, we were the first to be built, and also the first to get a model finalized and ready for construction. Therefore, we had to, in fact, to try to push all parties to be online with the maturity of our system. If I can describe yes, the main points of this project, is the first point is that we pushed to have the full buildings and infrastructure into the model, which was not obvious at the beginning for the owner. And you could be tempted to, in fact, not to integrate some secondary system, but in fact, our lessons learned on that is that it's necessary to put everything inside it. The second important topic is that it is necessary to have this model living in a time frame along a life cycle. That means that we could develop as a first the model, but then it's necessary to transfer it to suppliers, and it's necessary for them to get the ownership of this model and to do the detailing of this model. Otherwise, there is a kind of a pressure drop, pressure loss, and you lose some information in between. And the third part is that within the high density area, of course, all process systems requires to be integrated. The second project I'm taking in for lesson learned is also one of the EDF project, which is the current design and start of construction for Hinkley Point project, which is a nuclear reactor in United Kingdom, where we are also working more on the civil part and civil design, in fact, of the nuclear island. And if I can summarize also the main lesson, the main important point on this project is that first, the model is on the overall system is managed by the owner, and there is a transfer of this model into our discipline in order to detail this model. So there is a rupture in between the main model and the one that we are detailing for a part of this model. The second important item is that we were requested to develop, in fact, the numeric model of the civil at a level that was never achieved before, as far as I know, for us, and at this scale. That means the civil part and the rebar that are within the concrete required to be developed at a level of detail that is the one to be built. And everything that means everything is put into the model of the civil. That means the couplers, the plates that are incorporated in the concrete, every detail. And the third important point is that we took benefit, in fact, to have a direct link between this detail model and the contractor buying the rebar part directly from the model, which ensure, in fact, a kind of numeric continuity
between the design and the final construction. Just to give also an order of magnitude, on the first project, a few years ago, we had to deal, if you want to describe the full project, you have to load circa 10,000 models to have a good figure of the full picture. That means those two items were developed at a very large scale. So if I summarize a few lessons, I take the same picture as before. In fact, on top, BEAM is an acronym that is used in building construction for model-based approach. I would say that visualizing the 3D model, everybody understands that, everybody knows what we're talking about. But in fact, to perform this, below that, it is very important, and this is not that obvious, first to develop some collaborative process, to work, in fact, together on part of the model at the same time. Of course, there is a question of IT infrastructure that was developed partly on the previous presentation. This is an important point. And also there is a management of the information, roughly speaking. And this is about communicating between guys that are working on the same project, usually at a large scale. That means teams of 100 people, hundreds of people that have to work on the same topic. And that point is critical. That means you need to share and to organize how to share the information. Probably, I would say, from our small experience, what requires to be followed is first, of course, to develop simultaneous engineering methods. I cannot go into details, but the idea of that is when you have hundreds of people working on the same topic, this point requires to be organized. There is also a question that is critical for me is to get access by the engineers to the model-based approach. As you know, a model-based approach requires that you have to use some tools that are complex and usually that are given to some people, but that are not accessible straight away to the engineers. And at this point, in fact, on projects, we need to find a solution to get a quick access to this model. Otherwise, there is a break into the design and construction link. The third point is that when you are performing simultaneous engineering on various systems, it is also of the primary importance to try to align development of those systems, not to have one that is very far away from the construction, while the other is building, in fact. Otherwise, you have some discrepancy that are leading to costs and schedule impacts. And the last point is that each contractor, each designer, each entity has to be the owner of the 3D model. Why? Because, in fact, the model-based approach is covering, for the time being, only part of the documentation. And it's pretty important to have the owner of the design, for example, that is expressing his design into various documents, in charge of the consistency between those documents and the model. And nobody else can do that for him. The few points where we have some issues is that on the building example, we are still running several kinds of model. I would say geometrical models, mechanical models, calculation model, for example, for earthquake engineering. And for the time being, there is not direct and fluid relationship between those models. So that's a difficulty today. One other point is that we, as it was mentioned before, I think we can learn from other industry on the building part. For example, the BEAM standards have developed the notion of level of detail, which I think is pretty interesting to be developed on for example, on the nuclear industry. In order not to have too much detail at the start of the design, but to have the sufficient detail when you are at a construction level.
And what is not moving, I would say, is that fear. We are facing part of our people that have some fear on that numeric transformation. And that's a difficulty because they are breaking, I would say. And if those guys are part of the top management, it becomes really difficult to develop, in fact, this approach. That means fear, which is a human factor. I mean, you need to accompany it. And that means you need to do some trainings, information, or you need to do something on it. Otherwise, some people will be against this project. Complexity of tools, we talked about it. Link between design and model-based approach. I talked about it. I think this is only solvable through the ownership by the designer of the 3D model. And also, yes, the last difficulty is that we have to take everybody on board. And of course, I think today here in this assembly, there is no issue. But in a standard company, it's not exactly the same. And I would like to finish, is it really a factor of progress? Of course, everybody here, I think, is on the trend to say yes. I would say that on the building part, previously we were doing some sketches and then some 2D design and now using model-based approach. Sometimes, probably a mix of it is still interesting as, for example, performing some sketch is very quick, much quicker than using a 3D model. But for some other topics, of course, this cannot be endorsed and it is fully necessary to develop a 3D model. Thank you. Bon, merci pour ces excellentes présentations. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a pas beaucoup de temps, mais peut-être pour une ou deux questions. Joseph was first. It's a question for maybe for Jean-Charles Leclerc for the digital twin definition you had, and also did you think the digital twin is for the physical assets, the equipment, or for the role in a certain position in the system, and do you have a distinction between both? Yes, no, it should be applicable for the whole system of the industry, so it means the classification itself, the information, the document relationship with the items, the 3D model link, and to reflect the day-to-day activity. Means each change has to be reported globally within the twin, and from now, as per the technology is not able to compare directly to 3D model in instantaneous directly. It's the same for the PNID, how to compare geographically two 2D image. So Google is improving a lot this kind of technology, but from now, we just compare 1D information. We just compare image of 3D model in 1D and image or information from the data model that reflect the information that is stored within the PNID. This means that we just have a way in 1D today in 2019 to compare, to segregate, to filter objects, but it has to cover globally all the asset information system and to make the 3D model useful and worked, because by the time, by the past, it was acquired and worked for the purpose it was building for. But very often, nobody or a very small group of people have some knowledge to manage efficiently a 3D model. And here, if we work together within the 3D model, we hope
that instead of running after 2D CAD file or PNID update that take a lot of time, whatever the number of human resources you put in the system, working together and deliver some slice of the 3D model collectively maintained on a day-to-day activity, we hope and we think that it can add a lot of value. Thank you, Jean-Charles. Just one more question from Kevin. Thanks, Steve. I'm Kevin from China. So I have a question for Jane Charles, right? In your slide that there's a content scope, and there's one is assets in operation, and there's a sentence saying culture change towards information sharing and management. You know, culture change is always a very dangerous term in IT-related project. And by now, actually, I should say we haven't seen many successful story of digital twin in operation period or digital plan last time. So could you elaborate a bit more on this culture change stuff? How you handle that? Yes, the ambition is really to use the same system, the same data model, whatever if it's brownfield and asset in ops or a new development, a new project. So the system is the same, the model is the same, the classification are the same, and the goal is really to not reuse, but to have a continuum of activity between the project, early stage, until operational stage and phase after feed, and until dismantlement and decommissioning of the installation. This means that we have two different categories of activity, because for a brownfield it's a huge data preparation effort to grab and to collect all the information from the silo systems, such as the EDMS where the documents are stored, SAP for the maintenance and inspection information system, all the commissioning system, all the real-time PI information, all is in silo, but we need a convergency between all those information plugged to the tag, plugged to the equipment that has been purchased, linked to the functional scope and definition as per the standards, until till the serial number itself that will host its own data, information, and properties. And all along the life cycle, it will be hosted with the same environment, the same methodology, whatever if it's sometimes different because there is a data prep at the perimeter of the asset in ops. And for the new project, it's really a way to onboard all the discipline, ELEC and stream, etc., into a new way of working together. Thank you to all speakers. I think many of us have more questions for the panelists, but I suggest we give the questions during the break and go to the next session. Thank you very much. So we are quite in a hurry, so I call Tim King, our next convener for... Oh, you're here. Wonderful. You're in advance. Okay. So we have received some presentations. So let's see. Could you call your speakers, your panelists? Yeah. Yeah, so thank you, Christophe. So we are now going to go into a roundtable session. And so I'd like to welcome up to the front table. We have Rebecca Tobler, who's from the CDO of EDF. We also have Christophe Brosse, who's the Data Governance Officer at Airbus, and also Christophe Castagne, who's the CDO at EGIS. So, yeah, please, if you'd like to take a seat. Wow, we've had a pretty dense day so far. A lot of really, really important detail, a lot of really fascinating and... Could you please speak in the microphone? Okay, but I'll
trying to stand behind Christophe, who's in my way. Is that any better? Right, apologies for that. We've been thinking about a lot of technical engineering detail, and my role as the convener for our Working Group 13 here in SC4, I'm in charge of the international team that's developed ISO 8000 for data. So one of the things that we've had to do is to step back and try to take a view across all of the different aspects of detail that we've seen today, as well as some of the other aspects of the SC4 work program. So I'm going to ask you to do 3 very simple, quick things for me, and maybe this will help Christophe as well to... still working on there? Finished? It depends. Okay, well you stand there and do that. I'll stand here and talk to the microphone. Right. It's just to support you, because we have asked our panelists to have a few slides if they want to support what they want to share with this session. So I'm ready to start the presentation. Okay. Merci. Right. Okay, before we do that, I just want to do something. I want everybody to stand up, please. I'm trying to remember my French now. I can do it asseyez-vous, but that's the other way around. I want you to stand up. Right. Good. So, right. So obviously we had, of course, it's France. We've had some good lunch, some good wine. Right. So the next thing I want you to do is really simple. I just want you to cross your arms. And then the third thing I want you to do is to change the way that you've crossed your arms, so that if this hand's above, to put it on top, and the other one underneath. Right, so, thank you. You can all sit down again. See, I told you it was simple. Now, hopefully, some of you will have just felt that typically when we fold our arms, we do something very comfortable. But then actually just the simple action of changing your arms over somehow seems unnatural and is uncomfortable, and it's a different position. So I'm wondering whether my panelists, because they have this role of chief data officer, are having to understand a lot of different perspectives, and this is maybe one of their challenges. So that was just a background thought, and we will find out from them very soon what they can tell us. So what I've asked them to do for me today is, I do not know my panelists very well, so I will be asking them to introduce themselves, and then we'll just explore very briefly some of the key challenges that we face, and hopefully, Christophe, have I still got a whole hour to do this, or you want me to be faster? You want me to finish 5 minutes ago, or? Okay, we won't spend more than an hour, but we will see if we save any time. But then hopefully that maybe stimulates a wider debate for everybody. Right, now, which one of you would like to go first? Ladies first. Okay, even in France, apparently it's ladies first. Please, Rebecca, welcome. It's too easy. Which bit? The name or going first? Going first. Do you have a presentation you would like to give? Yeah, there is some slides. As you like. Okay, so I open it. So Rebecca, maybe you want to start and explain who you are and a little bit about the background of your career, please. Yeah, I think I may switch in French, if it's okay for you. Please, yes. Bonjour à tous, donc je m'appelle Rebecca Tobler, je suis Chief Data Officer de la direction ingénierie projet nouveau nucléaire à EDF, et j'ai un parcours qui est finalement un petit peu aujourd'hui entre les deux mondes, puisque j'ai fait 10 ans dans l'ingénierie nucléaire, mais vraiment à des postes d'ingénieur, où je suis rentrée dans la technique, dans la métallurgie, vraiment au contact du métal et de nos composants. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte quand même que si on voulait vraiment devenir performant dans nos activités d'ingénieur, le numérique était absolument incontournable.
qu'il fallait y aller. J'ai eu des équipes qui, je pense, ont parfois souffert de ne pas avoir des outils adaptés à leur quotidien. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de partir dans cette transformation numérique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce poste de Chief Data Officer, qui est un poste effectivement un peu à double composante, puisqu'il a une très forte composante métier, avec un besoin de connaître et de comprendre le métier relativement dans le détail, et puis également une partie quand même en lien très fort avec l'IT et les développements des logiciels qui sont réalisés. Voilà pour mon parcours. Je laisse la parole aux autres. Thank you. So I am Christophe Brosse. I am the Airbus Data Governance Officer since September 2018, so it's quite recent. Data Governance at Airbus Officer because we have already a CDO who is the Chief Digital Transformation Officer, who is Marc Fontaine. So I am reporting to Marc and acting as a CDO for many other companies. We will see after. I have some slides to illustrate the perimeter and how the standards can support all these activities. My previous experiences, I started, I am quite older than you, I think. I started 10 years in Dassault Aviation, where I was sent in working with BAE for working on integrated modular avionics, which was my beginning, and I think in looking on interchangeability, interoperability of data between hardware and services and functionalities. This was very interesting and leading to me to say, okay, we need to develop standards also in interoperability. I joined Airbus in 1999, so 20 years ago. I started by developing 3D DMU processes for the whole aircraft at Airbus level, which was not very use-habit, because we have the habit to cut the aircraft in components and to have the mock-up at component level, but not at aircraft level. So the first trans-NATCO process and interchangeability of data and DMU between the different German, Spanish, UK and French companies. Already some problems of exchanging data and interoperability. I spent after, I go to the ICT organization because I was interested to develop more about extended enterprise. I spent some time on strategy because for the new program, the replacement of the A320, we were already speaking about the A320neo, we needed to put in place some process, method and tools for improving our supply chain or extended enterprise. I spent after some years on developing within Airbus the business management system approach based on system engineering, requirement management, process management and data management. And now, since 8 months now, I am hoping to go to the end of the story, going up to the data, from the requirement to the data in order to manage them properly. We develop also some activities in Airbus, I think you know, around what we call Skywise, which is a platform to develop new services and new use of the data. And this one also was an accelerator of data governance and data management within Airbus, with all the associated problem of data use, data exposition, and then data interoperability. I was a little bit long. No problem, it's good for me, because I could be able to be long as you. Christophe Castin, I'm in Aegis since 32 years, so I'm older than you. And my professional life is like a loop. I start in the CAD development for Aegis for road design in 1996, sorry. And then I developed that software during a couple of years, and then the software will be embedded in the Bentley portfolio. And during 15 years, I participate to the project management of big project in infrastructure and transportation. But then, since the beginning of this century, I come back to the digital transformation. And then my two big activities. The first one is to participate to the deployment of BIM in Aegis. Aegis is a main engineering company in France for construction, 1 billion euro of turnover.
And we are going to deliver this year 200 million euro of design in BIM, and next year 400 million euro. That is what we are going to do. Part of that is Hinkley Point, which I mentioned previously, and what I wanted to add something about Hinkley Point because it's something very unique in the world, because I think it will be the first big infrastructure will be delivered at a construction level in full open BIM system. And all of the, we have developed that commonly with Bouygues. That means it's totally based on IFC, which is mandatory in the contract. And the procurement will be based on IFC and code checking, code bar checking with that. And secondly, as part of my activity, I have participated to the standardization process because I am on the standard committee of Building Smart International. I'm creating the infrastructure room in Building Smart International, and I was the leading point of the extension of IFC for road, bridge, rail, and now tunnel. That means that that means really something crucial. I want to say that I was very impressed by the previous presentation of the people from Total, because it's totally in line what we try to do, and I think at one moment we need to have to break the silo organization, because we have to do some very common thing. It's the same for the nuclear, it's the same for the rail, and so on. Perfect, thank you very much. So what I wanted to do with the panel is just give them an opportunity to build on what you've heard about their roles and their experience to date. And maybe just change or move us through now into thinking about how what they've just described about what they are doing delivers value into their organizations. And then, of course, because of the nature of the topic that we are discussing today, what is the role of standards in delivering that value? And then also perhaps where there are still gaps in the requirements that you have for effective standards. So, Rebecca, I don't know whether you want to talk to the slides or, yeah, whichever works. En fait, on va rester dans la continuité des présentations que vous venez d'avoir, avec effectivement cette démarche de langage commun. Alors, dans ma mission de Chief Data Officer, effectivement, il y a plusieurs aspects, il y a de nombreux aspects. Il y a cette notion, certes, de gouvernance et donc de déjà savoir quelles sont les données qu'on manipule au sein de l'entité. Comme vous l'avez dit, et chercher effectivement à les ouvrir et finalement à casser les silos de données qu'on peut avoir à différents endroits. Et puis, pour que tout le monde se comprenne, finalement, il y a déjà une première étape de mise en place d'un langage commun, et un langage commun qui couvre surtout l'intégralité du cycle de vie de nos produits, et non pas uniquement, forcément, par petites bulles, comme on a pu le voir précédemment. Et donc ça, c'est un des leviers qu'on a aujourd'hui. On a un projet qui s'appelle Rodin, donc qui est un acronyme pour effectivement dire qu'on cherche à mettre en place effectivement un langage commun qui soit compréhensible et qui soit manipulé par tous. On a un très gros enjeu autour de la compréhension et de l'appropriation des métiers de ce langage. Ce langage, il n'est pas à destination des développeurs, il est bien à destination des métiers qui vont avoir à le manipuler, et donc il faut réellement que ce soit le leur, tout en sachant que sur certains termes, il peut y avoir des sujets entre les métiers où ils ne sont pas d'accord. Donc il y a un gros travail effectivement d'harmonisation et de convergence déjà en interne, sur l'ensemble du cycle de nos produits, et c'est donc ce qu'on essaye de faire effectivement depuis un peu plus d'1 an maintenant avec Rodin. Alors comme Jean-François vous l'a présenté juste avant, hein, donc c'est Rodin est
développés au sein du programme Switch. Et donc, il y a bien une des priorités du programme qui est la standardisation. Et puis, comme on le voit, cette standardisation, elle ne s'arrête pas finalement aux portes de l'entreprise. Elle va bien plus loin pour embarquer tous les partenaires. Et donc, une fois qu'on dit on veut mettre en place un référentiel ou un langage commun, l'idée, c'est que ce langage ne soit pas évidemment au sein de l'entreprise, même si ça apporte déjà une certaine valeur ajoutée. Et on a encore un chemin à parcourir pour atteindre cette cible. L'objectif, c'est quand même que ce soit un langage commun qui soit réellement partagé par l'ensemble de nos partenaires au sein de la filière. Du coup, on a engagé une réflexion sur les sujets de normalisation. Et pour nous, il y a vraiment 4 effectivement grands axes de réflexion. Il faut se poser la question, on a vu un certain nombre de radars aujourd'hui sur effectivement quelles sont les normes et standards qu'on souhaite s'appliquer. Je pense que dans la démarche, une fois qu'on a fait ce premier constat, il y a une vraie question d'outillage, de méthode et d'organisation. Très clairement, je pense que il y a un investissement, l'appropriation des normes n'est pas immédiat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment important que le métier s'approprie ces sujets-là. Et par conséquent, ça veut dire aussi ces normes-là. Et du coup, il faut les rendre accessibles. Après, il peut y avoir plusieurs moyens, plusieurs manières de le faire. Il faut trouver la plus efficace, peut-être en explorer plusieurs, parce qu'il y a peut-être plusieurs outils dont on peut se doter. Voilà. Ensuite, là, on est plutôt sur déjà l'existant et on verra par la suite que on peut pas s'arrêter là, qu'on a certainement d'autres besoins de standardisation, de normalisation, et que donc il faut qu'on les identifie proprement et qu'ensuite, de la même manière, on trouve les moyens pour y répondre. Le tout, c'est vraiment de créer effectivement cette dynamique dans une démarche avec la filière, puisqu'évidemment, comme je l'ai dit, on a une démarche interne déjà sur le référentiel sur le langage commun, mais on veut aller beaucoup plus loin. Et donc, il faut qu'on embarque la filière, et donc c'est le travail qu'on a engagé effectivement avec le GIFEN dont vous parlez tout à l'heure, Jean-François. Je vous ai remis de la même manière le petit panel fort apprécié chez nous, la petite slide de Christophe, où on voit effectivement l'ensemble des normes déjà qu'on se doit d'étudier pour voir dans quelle mesure effectivement on est capable de les appliquer et comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir en quoi elles répondent complètement ou non à notre besoin et qu'on soit en mesure du coup d'exprimer potentiellement un besoin supplémentaire si nécessaire. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas une norme qui couvre tous nos besoins, donc c'est déjà un premier constat en soi. Mais encore une fois, on a vraiment besoin aussi d'avoir un accès quand même simple à cette notion de norme. Et je pense que pour l'ingénieur, il ne faut pas qu'on ait une centaine de normes à s'approprier. Il faut qu'on reste raisonnable. Et encore une fois, il faut réellement que cette appropriation, elle soit comprise et elle soit faite par le métier. Et en lien également avec les notions de processus. Et donc, quelque part, ce duo processus, données, le tout en entreprise étendue, soit complètement maîtrisé par le métier et qu'ils comprennent parfaitement ce qu'il y a derrière et en quoi les outils, du coup, améliorent sa performance. Voilà. So let's continue. I will skip this slide, which is the presentation of myself. So first, a quick scope of what is data governance within Airbus. Data governance, because within certain company, data governance is one element of data management, etc. For us, data governance is taking part of all these activities. Data conformance protection, data quality with ownership, the life cycle, the content, etc. What we call data value, where we are assessing the cost, the value, the risk of the data, and also identifying the critical and the master data. And based, of course, on technology and architecture,
dealing with database, data architecture, data warehousing, data processing, etc., etc. So all these elements are part of data governance, and data standards are key foundations for allowing all these elements to really run all together. So we are speaking about common language. My first remark is we are all trying to establish a common language internally to the company of what is a data set, what is a business object, what is a catalog, what is a dictionary, etc., etc. It should be good at least to have a standard on this semantic first. It will help to standardize the first approach and the first wording, because it will ease my life standardizing cross-division, because I am also working for defense and space and helicopter and commercial, standardizing the definition of what is data acquisition, business object, data exposure, etc. Bon, having said that, what are our objectives in terms of data governance? We have two main objectives. Sorry, I have to step close to the mic. We are targeting business value. Data governance and data management is not a policeman to ensure the compliance, is an enabler for creating business value, while ensuring the compliance with all the rules, regulation, and so on and so on. So and for developing business value, people need to know what are the data available, what are their constraints, what are their quality, and cross-silo. I need the cost of my part. I need then financial information, data. So I need to get this information to do something to take my business decision, not the finance decision. So how do we do to ensure that, to unleash the power of data, anyone in the organization can use other data even if they do not know it? So we need to expose the data. So to have a dictionary, to be able to show to the people that the company is managed at a certain level with what we call business object dictionary, that allows all people to know what are the data set we can obtain, and then after they have to be able to request something. Then after we need to use. And this is where the standards are very useful, because for using, well, we are speaking first about data interpretability, because we are not so naive. Data interoperability is representing 50% of the case we have a real standard applying. But we have more than that where there is no standard or internal standards. And we are asking at the minimum to have data interpretability. If there is a proprietary standard, if a company is using a proprietary standard, we want to have the capability to interpret this data, which are our own data, in order to make them usable by others. Let's continue. We have to collaborate cross-function, of course. We are doing data loading. Data loading without interoperability of data and data without standard is painful. It's possible, but it's painful. We have to develop some API, some software in order to do the extraction and the data loading, and to expose it on different platforms where the people can do data analytics, data scientist activities, etc., etc. This is where I think, this is what I put it in yellow, this is where the standards are really necessary and will help a lot. And of course, we have the tool interconnectivity, rather than to develop pipes and pipes everywhere between tools. It's better to have a kind of interoperability of data through a kind of hub in order to ensure that we can connect the different tools without developing physical links, what we call pipelines. And at the end, of course, we have to sustain, and we have to know the data quality. And also, here, the data standards are and have to be very useful, because they have also to set up what is the level of quality expected by the standard. Without that, we have to define by ourselves. I know the EDF quality for data, if we are using the same standards as Airbus, maybe we will not have the same requirement, the same exigence. But we can at least set up some order of generic objective on data quality. Once we have that, of course, but we have to comply. Here I will say that the standards can help, but less obviously. We have to secure, to protect our data, and to ensure that all access rights and protection means are in place. And we have to improve data assets. With Total, you were speaking about data assets. We completely agree that this is an asset. We are managing data as asset in Airbus. Asset is meaning it has a cost. Then we have to streamline the cost of these data assets. And then we have to reduce the way we are managing the data by using data standard also, not only. So I will say, and to finish, because this one is a big one, finally we have to unleash and create value. For that, we need to simplify data access, okay? Knowledge, data knowledge.
We have to manage the risk with the external regulation in order to manage the compliance, but managing the compliance and the confidentiality and the security, we want also to use digital means, data analytics. If we do not have data standards, it will be also more difficult. So to apply data analytics on the data to check their compliance and their security. Follow the end-to-end life cycle of the data. When it is a proprietary standard or internal standard, to be sure that we can follow from the creation to the disposal and all the process applied, what is happening to the data. But it's a new creation each time, a new definition each time, when normally a standard should be able to define a kind of life cycle, and then we have something standardized. I am going fast, sorry, because I can stay after if you want. We have to agree on data usage. Of course, it's not because you have access to the data that you can use it for doing what you want. What we need more? So operational risk, I will skip it. We are doing this, part of data responsibility. And we have to treat as a company asset, reducing the cost, streamlining the data management processes, and of course, raising the value potential of the data by increasing its quality. So in yellow, for me, it's where around the data governance scope we have in Airbus, where data standards can help and will help. But there are still a lot of things to do. Philippe, Jean-Yves was speaking about that already this morning. There are a lot of activities for digital continuity, for the digital twin for the aircraft, from engineering to manufacturing. Engineering is used to develop standards and to work with standards, where manufacturing is still not inside Airbus up to date on using standards and so on. But we will go in this direction due to the digital continuity we want to have and digital twin we want to achieve. Sorry, I was a little bit... Thank you. Thank you very much. So I'm going to skip some issues. So to go directly to the answers. First one, the question of standardization from Aegis, from my point of view, is seen as a strategical approach, and mainly to say that we are preparing for us as an engineer company in construction industry, transportation industry, we are preparing the revolution industry 4.0. And what does it mean? What does it mean? That standard is strategic. Why? That is important. Because everybody is speaking about data. Our problem is not to build data system. It's really to create an information system. Why? Because what's going to happen for us, that the future for us is a question of the managing the information asset management. It means that around the digital twin, our business is going to move from the construction to the operation around the digital twin. Our business on the future will be more around the question of how to create services around the digital twin than to create the services around the construction. So that means that the progress is the following one. If the future is a digital twin, it has to be an information system totally interoperable. That means that the interoperability is not outside the system. It has to be the core of the system for two reasons. The first one is the life cycle of a building or a plane is longer than the life cycle of a software vendors. So the question of the sustainability of the information, the possibility to interoperate all of the information is absolutely crucial. So to be able to be interoperable, we need to have standardization. And to be able to develop standardization, we have to work on the modeling. And in working on the modeling, we are arriving about the system engineering. System engineering means different things. The first one, it was discussing about the infrastructure aspect, is we have to consider an infrastructure like as a system of system. And if you have a look about that, what does it mean, a railway system? That we are a very complex but fully system of system in sense of if you have the big cycle of environmental, it's something outside the system engineering in terms of the world, what is not under the control of the human being. And we have to manage that. It's a big part
of the infrastructure domain. So that's the reason we are able to speak about system of systems. Not only a complex system, but a system of systems. That's the first approach. And that means that in this case, we need to manage a large range of standards. That's the reason I say the remarks previously that if you have a look about that, that means that we are in a situation to share a lot of approach about the different standards existing. Secondly, what I want to say that the question of digital twin, what does it mean? If we are using system engineering, that means that digital twin has to be viewed since the very beginning. Then in using the tools of the system engineering, we have a digital twin when we define the requirements from the very beginning. And we need to be able to develop a digital twin for each level of information and each state related to this review of the digital of the system engineering in terms of operational, in terms of system and functional, and in terms of organic of product breakdown. And we can organize all of the development of the information based on that. And finally, I want to say something very important that at the end, because that is a strategic approach. But we have also a reason to develop interoperability, standardization for corporate approach. Most of our business in Aegis is not in France, it's international. And we have different business units around the world. And if we want to create a common language, I mean, the easy way is to work about standardization. And to work with the ecosystem means the contractor, means the owners and so on, to build the standard together in terms of semantics, in terms of conceptual model. And then that means, that works very well, to use what we have built with the ecosystem in terms of standards, to reuse that in your corporate tool. We create a Aegis BIM toolkit based on the standard, international standard, to create our own system, but we don't create any language for us. Right? It's already the standardization language, semantics, we are developed in IFC, we are developed in Data Dictionary, we have developed in ISO 19650, and all our corporate approach of managing the data, our information, is based on standardization. So we are winning 2 times, because we are able to share the same language with the people in UK, in India, and so on. And secondly, we are able to share the same language with our client and our customer. That is really, and it's a really winning approach about that. That one I think is better, right. Okay, wow, thank you guys. You are a great panel, apart from the fact that you've finished on time, which now means I have to sound more intelligent than I am, because you've left some time for us to have some more conversation, but that was the objective. The first thing, Christophe, are you able to bring the lights up at all? Did you work out how to do that? We have some lights already okay, switched so on. that's meant to be as light That's as it the can be. maximum. Okay. Well, we can't see how many of them are sleeping out there, but hopefully there are a few of them that are still awake. So all 3 of you showed diagrams that I'm going to have to go and read again, because I think all of you have taught me something really important about the total scope of the challenge that we face. And I thought there were some really good common themes. So I guess one of my questions is, given that each one of you has a very clear vision of where you want to get to, what do you see as the biggest challenges, the biggest risks to delivering within your own organizations? If I may? Of course. Yes. The biggest for us is really the data culture among all the employees. Because in fact, it's only if all employees are knowing what is the data, what is the wording and the common language, and what are the consequences of using, managing the data, that we can really, at the end, achieve business value and business responsibilities. And today, this is where we, within Airbus, we are working a lot on developing and reusing
a lot of means for reinforcing the data culture across all the people. Why? Because we want to go from data management, which is for me what we were doing in 2000 and 2010, to management by data, which is what we are now able to do using the new technologies, the new techniques. And this is a really mindset change, as well at employee level, but also at top management level. Data-driven reporting, data-driven behavior, data-driven decision is what we need to achieve now. And this is where I think the challenge is. After, the topic is simple, is quite simple by itself. It's more the fact to federate, to align everybody around the same vision, same language, same policy. But the classical problem of a company, for me. Yeah, I agree on the change challenge. And it's probably the biggest one. And I agree also on the maturity and on the management line. We have to convince. And to answer to Christophe, I understand the approach of the top-down approach on saying, okay, we are going to standardize, and then you apply it, and that's it. But to do that, you must have management convinced that's a good way to do it. And so we are still working on it. The second enabler is the top management sponsor. If we do not have the top management sponsoring all these activities, and especially on standardization, investing in developing standards externally to the company, I think it's a huge work to convince our top management. I think Jean-Yves is agree with me. It's still not yet achieved completely in Airbus, and we are permanently reinforcing the fact that we need it. But investing is something else. You know, all the time I heard, I know it's not the same for us. We can do the same than other. No, for us it's not possible, and I'm fighting that every day. You are right to say that, but what I want to say is that for me there is no risk. It's just a question of it's a big opportunity. I'm speaking as the Aegis company. Huh? The risk is to do nothing, because the risk is now that the big player of data is going to be there and to propose some alternative of what we are doing. So there is no risk about that. It's a question of opportunity. Where there is some risk, you are right that we have a question in terms of human governance, and you are right that we need to have the support of the top management. That is absolutely crucial, but that is for any change in a company. But I have a third one, which is more complicated, that we consider, and mainly a big part of the company in the construction industry, I consider that the risk today that the software vendors will be not able to answer to our requirements. That is really the problem we have today. Because what we are present today is not only what we are developing in Aegis, we are developing that in a big project in France called Mine, with a big part of with the construction industry. And our problem today is our requirements are more in advance that the software vendors are able to provide to us. So that is really what I want to underline. That's the reason in the question of standardization, we are developing a big effort to convince the software vendors to come, because it's the first time since 25 years in the construction industry that we are in position to deliver some common requirements to be applied by the software vendors. That's the reason the concept of out-of-box is something not relevant for us. Because what is coming from the inside box is not relevant for us. We need to have much more close to our own requirements. So, Christophe, that's really interesting.
So what's the issue there? Are you telling us that the vendors do not understand the standards, they're not adopting them, or is it about the fundamental architecture that they are trying to build against? There is excuse me, just an information, 5 minutes left. Okay, so... 10 minutes off us, but we won't forget that. Thank you. I mean, I'm really speaking about, I mean, it could be that we discussed about that during the lunchtime, that what it is in the construction industry is we are working on the real world with the real coordinates, and we are not working in a box in 3D. It's not. We are working in the real world. So we have to combine what is coming from the TC211 and TC59 in terms of system of coordinates. The first thing is very important because that means that we are not. There is a big difference in the railway system and the airplane. That we are the infrastructure, and the train is running on the infrastructure, which is a big difference with the plane. The plane is on sky, so there is no need to have a modeling of that. That's the first one. And second thing is a question of which is really crucial, is a question of the control of the data. And what the software vendors. The business model of software vendors is run with cloud, and we are saying today that there is a risk because it is not sustainable. It is not sustainable. In 10 years, all of the people are going to say that it's totally impossible to share any clouds for each software vendors because the impact in carbon impact is too high. It's not sustainable. So the question to have another one business model based on a very frugal utilization of the managing of the data, there will be a very strong requirements in the next 10 years. So we have to change the business model with the software vendors. It's not against, it's also to manage that together. So I think that, as I said before, thank you so very much for the introduction to your challenges that you've given, very clear vision and lots of stimulating things that I think we could continue to discuss. Unfortunately, Christophe wants some of his time back, so I think the easiest thing to do at this point is to summarize and to say that clearly you all showed a commitment to standards. I think you clearly want us in SC4 to carry on our work and to continue to listen to your requirements. And I think the big theme that I heard from all of you is that the way that Christophe described it as a system of systems, all three presentations talked about that pan-enterprise challenge, bringing together all of those elements into a totality is really the challenge that all of us need to think about and try to not always be locked into our own individual area of engineering, but to understand the bigger picture. So thank you for your time today, and I'd like the audience to express their gratitude for your excellent contribution. Thank you.